Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, focus sur un parcours hors cadre, celui de Julian Jacob, entrepreneur autodidacte. Il quitte l'école à 16 ans, ouvre une pizzeria à 20, puis part seul aux États-Unis avant de fonder Wincore, une toy tech qui bouscule l'industrie du jouet. Mais derrière cette success story, c'est un management à inventer basé sur l'intuition, le collectif et une vision singulière de l'entreprise. Julian a construit ses réflexes loin des écoles de commerce. Alors comment encadrer, structurer, responsabiliser quand on n'a jamais appris les bonnes pratiques? Comment créer une culture managériale quand on démarre seul et que tout va très vite? Julian nous raconte. Bonjour Julian. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir répondu présent. Julian, pour commencer, vous avez quitté l'école à 16 ans. Ce choix, j'imagine, a dû vous isoler ou du moins vous confronter à beaucoup de doutes. Qu'est-ce que vous gardez de cette période ? Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'en garde des très bons souvenirs, mais c'est vrai que c'est toujours la même discussion lorsque je suis avec mes parents. Je leur en ai toujours voulu, en fait. Je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer. De ne pas avoir insisté. Ouais, exactement, de ne pas avoir insisté. Et parce que peut-être que pour mes enfants, je voudrais autre chose. Mais maintenant, ça s'est fait. Et disons que l'école de la rue est un très bon exercice. Donc je vais pas m'en déplaindre. Et cette part de regret, elle est liée au fait que vous vous êtes rendu compte à mesure, au fur et à mesure de vos expériences, qu'il y a pu avoir un manque, que ça vous aurait apporter quelque chose de supplémentaire, parce que quand on voit où vous en êtes, on se dit Non, mais bien sûr, mais vous savez, moi j'ai arrêté l'école très tôt et en fait je pense que ce qui m'a vraiment le plus manqué, c'est les langues. En fait, je trouve qu'en France, on n'inculpe pas assez l'apprentissage des langues. On est plutôt très bon sur plein de secteurs, mais aujourd'hui, dans un monde où on est de plus en plus mis en avant dans l'industrialisation des process et dans la mondialisation de la distribution, etc. C'est un incontournable. Voilà, c'est un incontournable et c'est vrai que moi, on m'a mis en cours d'allemand parce qu'il n'y avait plus de place en cours d'anglais. Je ne vais pas dire que j'aime pas l'allemand, mais disons que... C'est parce qu'il vous sert aujourd'hui en tout cas, quoi. Ouais, disons que c'est un peu moins inspirant que l'anglais et en fait on l'utilise beaucoup moins. Donc c'est sûr que ça a aussi, je pense, énormément accéléré mon souhait de quitter l'école. Peut-être que j'aurais continué... Ça m'a dégoûté en fait. Ouais, vous savez, avec un peu de recul, en fait, quand vous commencez à apprendre une langue, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on démarre au même niveau. Donc on démarre à zéro. Donc on n'a pas les 5 ans, 10 ans ou 15 ans de retard sur des cours d'histoire ou de géographie, etc. Donc on démarre à zéro. Moi en plus j'aime bien ça, j'aime bien apprendre, même si je ne suis pas fan du système scolaire. Et donc c'est ce qui me manquait le plus, c'est certainement les cours d'anglais. Et comment ce départ précoce a-t-il façonné votre rapport aux responsabilités ? En fait, je pense que, et ça, je remercie mes parents tous les jours. Mes parents nous ont beaucoup responsabilisés dès le plus jeune âge. Et en fait, ils ne nous ont pas donné d'argent. C'est-à-dire que... Donc c'était OK, tu quittes l'école, mais débrouille-toi. Exactement. Et mes copains qui étaient en école de commerce ou qui faisaient des études, ils avaient de l'argent de poche, ils partaient en vacances. C'était l'adolescence, quoi. En plus, moi, j'ai eu très peu d'enfance, voire pas d'enfance, parce que je suis un ancien obèse. Aujourd'hui, je suis encore un peu en embonpoint, mais je pesais plus de 130 kilos. Je suis né hypersensible, donc j'étais un peu le garçon isolé de l'école qu'on aimait bien, mais un peu le garçon isolé parce que j'étais avec ma personnalité. Et si vous voulez, on se rend compte qu'avec le temps, c'est quelque chose qu'on porte tout au long de notre vie. Moi, je le porte encore. Qui nous conditionne. Oui, qui nous conditionne, qui nous façonne, mais qui est aussi une très bonne source d'inspiration et un très bon moteur. Mais aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que ça vous inspire ? Et que ça vous imprègne Mais aujourd'hui, vous savez, dans mon quotidien,
je suis un hypersensible. Donc dans mes décisions, dans mes réactions aussi, qui peuvent paraître parfois émotives ou excessives. Même dans le cadre en tant que manager, en fait. Surtout dans le management au sein du groupe que je dirige. Voilà, c'est très différent. Je l'ai souvent dit, il y en a qui fonctionnent avec leur tête, il y en a qui fonctionnent avec leur poche. Moi, je fonctionne avec mon cœur. Ça ne veut pas forcément dire que c'est très bien. Je ne sais pas si c'est bien. On va y revenir. On verra plus tard. Mais, beaucoup d'intuition, quoi. Quelle intuition. Ok. À 20 ans, vous ouvrez votre première pizzeria. Quelles compétences en management est-ce que vous avez dû développer sur le terrain et quelles sont celles que vous gardez aujourd'hui, qui vous ont marqué? Alors en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut, si on veut être dans le commerce, il faut aimer les gens. Voilà. Il faut aimer être au contact de son client, offrir des bons moments à sa clientèle. Et ça a été pour moi une école merveilleuse. Vous savez, je parle d'immobilier commercial, mais c'était avant tout de la restauration rapide. Après, on dit que c'était de l'immobilier commercial parce qu'il y a eu des transformations de destination pour les locaux. Mais la pizzeria, ça a été une école extraordinaire parce que vous êtes au contact du client. Vous êtes dans l'improvisation au quotidien parce que on voit les pizzas qui sont très bonnes, mais on voit pas celles qui ont été grillées ou qui ont été servies trop tard. Ouais. Et ouais, ça a été une très grande école. En tout cas, moi, ça m'a permis de me responsabiliser et ça m'a aussi permis de gagner un regard que je n'avais jamais eu avant. Le regard où les gens vous aiment bien, les gens viennent vous voir. Et ça, je pense que c'est troublant quand ça arrive. C'est là que vous avez compris que vous aviez peut-être quelque chose de spécial à ce niveau-là? Non, c'est là que je me suis rendu compte qu'il peut y avoir des gens qui vous voient peut-être plus beau que vous l'êtes. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée pendant cette expérience entrepreneuriale? Alors, sur l'expérience entrepreneuriale en elle-même, ça a été de l'apprentissage sur le terrain. Parce que vous étiez guidé à ce moment-là par un... Pas du tout, j'étais pas du tout guidé, ça m'a coûté... Vous avez fait ça seul, pas d'associé? Ouais, alors à ce moment-là, je m'étais associé avec des gens qui avaient de la restauration rapide, mais en fait, c'était des partenaires totalement silencieux. C'était mon fournisseur, donc ils n'étaient pas du tout dans l'opérationnel, ils habitaient même pas en France. En fait, c'était un partenariat / association, mais dans l'opérationnel, ils n'existaient pas, ils étaient pas présents. Et ça a été une très grande école, mais c'est à ce moment-là qu'en fait vous vous rendez compte que les personnes que vous avez en face de vous sont juste des personnes incroyables et merveilleuses, parce que les gens sont tolérants par rapport à vos erreurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Et moi, les gens, j'arrêtais pas de m'excuser, je suis désolé parce que voilà, la pizza était trop cuite ou la pizza n'était pas assez cuite. Et les gens rigolaient, ils disaient non mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et voilà, ça a été une grande école. Et l'aventure dure combien de temps? L'aventure dure 3 ans, un peu plus, à peu près, plus ou moins 3 ans. Donc là, c'est les prémices de votre apprentissage en termes de manager. J'imagine que vous aviez... j'ai démarré seul, après on a eu plusieurs dizaines de collaborateurs, etc. Donc oui, ça a été le tout début, c'est là où j'ai commencé à comprendre ce que c'était qu'un bail commercial, qu'une convention collective, qu'une fiche de paie, qu'un expert comptable. Et ouais, ça a été un très grand apprentissage. Et à l'échelle d'une pizzeria, vous aimiez à l'époque manager des personnes? Est-ce que vous sentiez que vous aviez quelque chose Eh ben, pour être très honnête avec vous, non. Voilà, j'aimais pas du tout parce que je n'aime pas ce rapport de supérieur. Un peu vertical. Ouais, j'aime pas me sentir supérieur à quelqu'un en face de moi, surtout quand ça fait partie de mes équipes. C'est pour ça que j'ai instauré le vouvoiement, parce qu'à ce moment-là, j'avais demandé à un de mes collaborateurs qui était beaucoup plus âgé que moi une consigne et je le tutoyais. Cette personne avait été licenciée juste avant et j'ai eu un sentiment de culpabilité par la suite de me dire waouh, il a pris un ordre, on va appeler ça un ordre, une consigne d'un petit jeune de 20 ans et ça m'a mis mal à l'aise. Et à la suite de ça, j'ai demandé à tous mes collaborateurs de les vouvoyer. Et ça, c'est quelque chose qui perdure? À tous mes collaborateurs aujourd'hui, je les vouvoie tous, même ceux, même les plus fidèles avec qui je travaille depuis presque 10 ans, même ceux qui ont mon âge, même ceux qui sont plus jeunes que moi, je les vouvoie. Il y en a qui me tutoient, mais moi je continue à les vouvoyer par respect envers eux. Vous décidez ensuite de partir aux États-Unis, c'est ce que je disais, seul, sans réseau. Pourquoi ce choix radical? À l'âge de 23 ans, entre 23 et 24 ans, j'ai eu un problème de cerveau, j'ai eu un accident cérébral. Je suis un miraculé, j'aurais pu être paralysé. Les médecins ont dit que j'aurais pu finir comme l'acteur de Superman. À ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était.
Et donc, vous savez, quand vous avez ce genre de choses qui interviennent dans votre vie, en fait, vous vous dites toujours la même chose. Vous vous dites, si je m'en sors, je ferai ça. Et j'avais des envies, des fantasmes. C'est quoi le rêve américain? Ouais, le rêve de partir loin. En même temps, je venais de sortir d'une rupture amoureuse très longue avec une personne avec qui je suis resté presque 8 ans. Donc quand vous en avez 23, ça fait beaucoup. Et donc, il y a tout ça qui arrive en même temps. Et en fait, on veut partir pour oublier, on veut partir pour recommencer sa vie, même si elle venait que de démarrer. Donc il y avait un peu une dimension fuite en avant, quoi. Ah mais totalement. Il y avait vraiment l'envie de tout effacer, de recommencer. Et quelle était votre vision à ce moment-là? Vous arrivez sans projet en tête, qu'est-ce qui se passe? Pour être très honnête avec vous, il n'y avait pas de vision. Il y avait de l'intuition. C'était j'y vais et on verra bien, quoi. Exactement. Et puis, si vous voulez, moi, je venais de vendre mes pizzerias, j'en ai ouvert plusieurs. Je suis parti en me disant, ce sera un congé forcé. Je venais de sortir d'un très gros problème de santé. Donc, vous avez compris que j'avais vraiment envie de voir ailleurs. Et je voulais aller le plus loin possible parce que, malheureusement, suite à ma rupture amoureuse et à mon problème de santé, je voulais aller le plus loin possible aux États-Unis. Donc, je suis allé vraiment de l'autre côté des États-Unis, sur la côte ouest. Et donc, du coup, je suis arrivé à Los Angeles. Et alors, comment est-ce que vous vous êtes reconstruit personnellement, professionnellement, dans cet environnement inconnu? Est-ce qu'il y a des liens que vous avez tissés, des rencontres qui ont été déterminantes? Bien sûr. Vous savez, je pars du principe où tout est une histoire de rencontre. Oui. Et c'est toujours pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'être ouvert sur le monde. Moi, la première chose que j'ai fait quand je suis parti, j'ai pris des cours d'anglais. C'était comme si c'était... Parce que là, vous arrivez, vous ne parlez pas un mot d'anglais? Je ne parle pas du tout un mot d'anglais, j'ai quelques mots en allemand, mais personne ne parle allemand à Los Angeles. Donc c'était courageux. Je ne sais pas si c'était courageux, c'était... En tout cas, pas très confortable. Très inconfortable. Voilà. Mais je pense que de partir à l'autre bout du monde, ce n'est pas une question de courage, c'est une question d'envie, de folie. Et puis moi, si vous voulez, c'était comme un renouveau sur ma vie, de me dire... j'ai eu un problème de santé, j'ai eu ci qui m'est arrivé, je pars et puis je verrai bien. Et je pars quelques mois et on verra comment les choses évoluent sur place. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être j'enseignerai à mes enfants plus tard. À un moment donné, il faut se dire les choses, c'est qu'on ne peut pas dicter sa vie. Et quand on a 20 ans, on ne doit pas dicter sa vie. On doit avoir des idées, on doit avoir des envies, mais il faut faire ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a dans le cœur. C'est-à-dire ne pas s'écrire un chemin tout tracé. Mais de toute façon, le chemin n'arrivera pas comme vous l'avez écrit. Et c'est là aussi que vous découvrez l'univers du licensing dans des salons professionnels à Las Vegas et à Londres notamment. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers? En fait, depuis que je suis enfant, je regarde un programme télévisé qui passe tous les dimanches soirs et qui montre des industries. C'est mon programme préféré, c'est le programme Capital. Et depuis que je suis enfant. Et j'adore. Et depuis que je suis vraiment jeune, j'adore les salons professionnels. Vous savez, les fameux salons qui sont à Villepinte, etc. Et c'est comme ça notamment que c'est une drôle de passion. Mais c'est ma passion. J'adore les salons, j'en ai fait beaucoup, pour ne pas dire tous, mais j'en ai fait énormément. Sur votre temps libre? Ouais, j'adorais ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombé dans la restauration, parce que j'avais été faire le salon Le Cial à Paris-Villepinte. Et après, je suis parti au salon de Las Vegas faire le salon de la pizza. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai décidé d'ouvrir la pizzeria. Et comme j'adore les salons, le salon de la cosmétique, le salon du jouet, je suis arrivé dans l'univers du licensing, qui est le salon de tout. En fait, parce que c'est de la licence. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous regardent, expliquer d'une phrase, si possible, ce qu'est le licensing? Bien sûr, le licensing, c'est de mettre une marque, de la propriété intellectuelle, sur des objets. Donc, vous pouvez mettre une marque sur un saladier, vous pouvez mettre une marque sur un caleçon ou une marque sur une chaussette. C'est aussi bien sur des marques fashion, donc que des marques destinées à l'entertainment, donc des marques de cinéma, de films de cinéma, sur un caleçon ou une chaussette, comme on l'a tous fait, quoi. Et donc là, qu'est-ce que vous vous dites? Ça fait tilt d'emblée? Je me dis, c'est impensable qu'il y ait tout ça qui fonctionne alors qu'on ne s'en rend pas compte. C'est un univers très confidentiel, c'est énorme, ça représente plusieurs centaines de milliards et en même temps, c'est toujours les mêmes acteurs et ça devient comme une famille. Et en fait, c'est ce que j'ai aimé dans cette industrie, c'est qu'il n'y avait pas de nouvelles personnes, entre guillemets, de genoux petits français qui arrivent dans cette industrie. Parce que c'est largement dominé par quoi? Par les Américains? C'est largement dominé par les Américains et il y a très peu de nouveaux acteurs. C'est toujours les mêmes personnes depuis 40 ans. Un coup, elle est dans cette marque. On peut citer des marques ou non?
3. 3 à chaque fois ou... Si vous en citez une, il faut en citer 3. D'accord, bah donc, ok. Donc un coup elle est chez Paramount, un coup elle est chez Hasbro, un coup elle est chez Warner. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé. Et c'est toujours le même circuit avec les mêmes personnes que vous rencontrez. Et je trouve ça incroyable. Et du coup, qu'est-ce que vous avez voulu casser avec Wincor? Alors, à la base, moi, j'avais monté ma première société de consultants. On appelle ça consultant parce qu'en fait, c'est la façon dont vous devez opérer aux États-Unis pour facturer. Donc, j'ai dit, bon, je vais servir d'apporteur d'affaires et je vais voir si je peux présenter des gens dans la licence. L'avantage que vous avez dans la licence, c'est que vous pouvez présenter quelqu'un qui vend des saladiers avec quelqu'un qui fait de la propriété intellectuelle. Donc, en fait, les possibilités sont infinies. Il n'y a pas véritablement d'avoir de science infuse. Rappelez-moi votre prénom. Alix. C'est comme vous, Alix, vous présentez un ami qui fabrique des t-shirts avec Warner Bros ou Paramount ou une autre marque. C'est ce que j'ai aimé, si vous voulez. Donc, j'ai tout simplement au début présenté des gens et le fait de présenter des personnes, ça a initié des deals et c'est comme ça que j'ai appris. Mais là, parce que vous avez tout appris sur le tas et vous n'aviez pas de compétences particulières sur le sujet. Il n'y a aucun syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Ah, il n'y a que des syndromes de l'imposteur. Ok, et comment vous luttez contre ce syndrome de l'imposteur? Mais je l'ai toujours, le syndrome de l'imposteur. Mais vous composez avec? Oui, je compose avec. Jamais il ne vous paralyse ou ne vous a empêché de faire des choses? Écoutez, vous savez, il y a toujours le syndrome de l'imposteur quand vous arrivez dans une industrie. Et au fur et à mesure que vous avancez dans cette industrie, vous gagnez de la légitimité. Mais c'est quoi? C'est le réseau? C'est le fait d'être adoubé par ses pairs, par des... Non, vous savez, c'est aussi une question de confiance en soi. Le syndrome de l'imposteur, il arrive parce que vous n'avez pas confiance en soi, en vous. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en fait, au fur et à mesure de votre carrière et au fur et à mesure des chemins que vous prenez, eh bien, cette confiance en soi, vous commencez à la gagner au fur et à mesure. Et vous voyez, moi, dans la vie, j'ai pas du tout confiance en moi. Dans le travail, je n'avais pas du tout confiance en moi non plus. Et au fur et à mesure du temps, je commence à gagner confiance en moi dans le travail. Mais dans la vie personnelle, j'ai toujours pas confiance en moi parce que je suis un ancien obèse, etc., etc. Donc, je me vois comme si j'étais toujours très gros. Donc, c'est des choses que vous portez. Mais au fur et à mesure du temps, eh bien, vous avancez. On s'en accommode. Exactement. Et puis, les gens commencent à vous faire confiance. Et c'est à ce moment où les gens commencent à vous faire confiance que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez. J'ai lu que vous compariez Wincor à Zara en termes de modèle. Pourquoi? Wincor, si vous voulez, quand j'ai décidé de créer cette société qui est une société de fabrication et de distribution de jouets, je me suis rendu compte que dans l'univers du jouet, il y avait très peu de nouveaux acteurs qui allaient plus vite que les usages et les coutumes. Et c'est ce que Zara avait chamboulé en faisant ce qu'on appelle la fast fashion. Et j'ai essayé de faire pareil. En tout cas, je ne me prétends pas être Zara, mais j'ai essayé de reproduire cette rapidité d'exécution dans l'univers du jouet. Et comment est-ce que vous avez structuré vos équipes pour suivre ce rythme très soutenu? Écoutez, au début, c'était le chaos. Aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de collaborateurs et avec plusieurs dizaines indirects un peu partout dans le monde. Si vous voulez, au début, c'était le chaos parce qu'il n'y avait pas véritablement de process. Et quand vous êtes le précurseur dans un domaine, vous n'avez pas de modèle. Et c'est là où c'est excitant, mais en même temps hyper effrayant. Parce que vous n'êtes pas sur un acteur où vous dites « Ok, je le copie, je fais mieux que lui et j'optimise ». Non, nous, on a tout créé. Vous êtes autodidacte. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans votre montée en responsabilité? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué et qui continuent à me manquer. Mais c'est pour ça que je me fais accompagner par les meilleurs dans chacun des secteurs qui m'accompagnent. Mais si vous voulez, je pense que c'est aussi ça qui est très important, c'est d'accepter de se faire accompagner par des personnes qui sont plus fortes que soi. Et aujourd'hui, quelles sont-elles, ces personnes Aujourd'hui, moi, je suis une poche trouée, donc je dépense plus que ce que je gagne. Donc, je dois embaucher quelqu'un, j'ai dû embaucher quelqu'un qui est qui est très dur à la dépense pour la gestion de la compagnie. Voilà, mais sur les sujets managériaux, est-ce que vous avez un mentor, un livre de chevet, un guide Non, je pense que le guide que j'ai, c'est les erreurs que je fais au quotidien. Évidemment, on fait donc vous acceptez d'en faire beaucoup. Ça fait partie. Vous savez, ça ne vous effraie pas? Non, ce sont pas des choses qui m'effraient. On parle très souvent des erreurs, mais on doit aussi parler des réussites. Et à l'inverse, qu'est-ce que l'absence de cadre vous a permis de faire, vous pensez, ou d'inventer? Je pense que c'est cette absence de cadre qui nous formate pas
à faire des choses que tout le monde fait. Donc c'est le fait de ne pas avoir véritablement d'encadrement, entre guillemets, c'est ce qui nous permet aussi de créer des choses qui sont un petit peu anticonformistes. Tout à l'heure, vous le disiez, l'intuition est très forte dans vos prises de décision. C'est même majeur, j'ai l'impression. C'est assez intéressant parce que ça dissonne un peu des discours qu'on entend dans cette émission. Défendez votre point, vraiment, pour ceux qui nous regardent. C'est une grande responsabilité que vous me donnez. Mais, à l'échelle de votre entreprise, en tout cas. Oui, mais vous savez, il y a des choses qu'on ressent. Il y a aussi ce qu'on voit. Et parfois, il y a des choses qu'on voit qui ne se décrivent pas sur un tableau Excel. Est-ce que vous pouvez être concret et donner un exemple ? Bien sûr, c'est vrai, on parle d'études de marché. Toute la journée, j'entends ce mot, études de marché, études de marché. Enfin, une étude de marché ne va pas me dire si l'idée que vous avez, elle est bonne ou elle est mauvaise. Google, quand il s'est lancé, il a fait une étude de marché. À mon avis, on s'est tous moqué de lui. Pareil pour Amazon qui vendait des livres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on démarre toujours avec une idée et on pivote. Et c'est ce pivot qui est important. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'avenir n'est pas tracé. C'est nous qui décidons notre avenir et c'est nous qui décidons d'aller où est-ce qu'on veut aller. Et c'est nous qui créons notre trajectoire. Voilà, c'est ça qui est important. Néanmoins, quelles sont les limites de l'intuition ? Ça vous a forcément fait défaut parfois. Vous le dites volontiers, vous faites des erreurs. Où s'arrête l'intuition ? Parce qu'on a des biais, parce que... Je pense que l'intuition, on l'a toujours, mais les personnes qui nous accompagnent nous mettent un cadre, que vous avez dit tout à l'heure, et c'est très pertinent. Ouais, vous vous reposez sur le fait d'être très bien entouré. Mais un manager, un leader ne doit pas avoir de cadre. Ouais. Je pense que sinon, il ne peut pas entreprendre. Entreprendre, c'est créer, c'est inventer, c'est transformer. Si vous ne créez pas et que vous ne faites que dupliquer ce qui se fait à côté, il n'y a pas de création d'entreprise. Comment est-ce que vous gérez les conflits au sein de votre équipe en tant que hypersensible vous-même ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus tolérant aux frictions entre les personnes ? Comment est-ce que... Écoutez, moi j'ai de la chance parce que j'ai une équipe formidable et quand j'embauche les équipes avec lesquelles je travaille, je ne lis pas le CV. Voilà. Pour moi, je ne lis pas le CV parce que... C'est-à-dire que vous leur demandez carrément de ne pas l'envoyer ? Non, quand je reçois leur candidature, enfin ils m'envoient toujours le CV, c'est un réflexe. Mais après, je veux savoir ce que fait cette personne, si elle est en finance ou si elle est en opération ou si elle est en produit. Mais l'école, tout ça, peu importe. Mais bien sûr que non. Vous savez, vous avez tous les plus grands génies de ce monde n'ont pas fait d'école, excusez-moi de vous dire ça. Ils se sont créés eux-mêmes. Et par contre, ce que je vais juger, ça va être la personnalité que je vais avoir en face de moi. Et ça va être aussi où est-ce qu'ils se situent dans le temps. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire ? Est-ce que j'ai affaire en face de moi à une personne carriériste ou une personne qui est plus volage ? Est-ce que je sais que je vais pouvoir créer une histoire avec cette personne, écrire un chapitre ? Ou alors est-ce que je vais avoir cette personne qui va rester 15 jours et qui va vouloir être chanteur dans la semaine d'après ? C'est ça qui m'intéresse et c'est aussi les erreurs que cette personne a pu faire. Et c'est la première chose que je demande aux personnes que je recrute, c'est de me parler de leur histoire. Et vous vous rendez compte que dans chacune des personnes que vous avez en face de vous, il y a plus ou moins toujours une histoire. Et c'est cette histoire qui m'intéresse parce que c'est cette personne et c'est cette histoire qui va me permettre de trancher ensuite. Ouais, de trancher et de réfléchir si cette histoire va pouvoir se connecter avec la mienne et avec la vision que je veux mettre en exécution. Et justement, comment vous accompagnez vos collaborateurs dans leurs échecs à eux ? Professionnels. Oui, bien sûr. Écoutez, je pense que ce qui est très important, c'est la grande leçon à avoir, c'est de savoir si la personne qui est en face de moi et qui a fait des erreurs a compris quelles étaient ces erreurs. Si j'ai en face de moi une personne qui a fait des erreurs mais qui ne les comprend pas ou qui ne les accepte pas, je ne peux rien faire avec cette personne parce que ça voudrait dire qu'elle va les reproduire. Par contre, une personne qui connaît ses défauts, c'est une personne qui va pouvoir s'améliorer et aller de l'avant et se faire encadrer là où elle en a besoin, exactement de la même façon que je le fais moi avec mes équipes. Est-ce qu'il y a des rituels ou un outil managérial que vous utilisez tous les jours, des réunions, des échanges individuels pour prendre le pouls de l'entreprise ? Écoutez, moi je pars du principe où mes équipes connaissent toute ma vie. Donc c'est un livre ouvert, ma vie. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que j'aime. Ça ne vous a jamais fait douter, par exemple ? Pas du tout. Ce niveau de transparence, en aucun cas, il ne vous fait défaut en interne. Écoutez, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais eu de prud'homme, j'ai jamais eu de problème avec aucun des salariés. Non, mais en termes de crédibilité, plus j'entends.
Il y a quand même cette idée que le leader, il y a tout un mystère autour du dirigeant, on ne sait pas vraiment. Non, moi je pars du principe où l'autorité ne fonctionne pas. En tout cas, j'aime pas ça. Par contre, j'aime gagner le respect de mes équipes. Mais le respect, pas un respect autoritaire, un respect d'admiration. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai. Donc c'est presque du storytelling en fait. Oui, et puis c'est de l'exécution. C'est-à-dire que quand on marque sur une page blanche où est-ce qu'on sera la semaine prochaine et qu'on arrive à mettre en place sur des visions très court terme au début, ce que vous avez évoqué, eh bien avec le temps, vos équipes vous regardent avec des yeux qui sont plus grands qu'avec lesquels ils étaient venus au début. Et est-ce que vous avez des indicateurs pour suivre vos collaborateurs en termes de bien-être, d'énergie d'équipe Est-ce qu'ils adhèrent toujours à la culture d'entreprise? Est-ce que vous sentez qu'ils sont toujours les motivés? valeurs de l'entreprise, je pense que ce sont les choses les plus importantes. Chez Wincor et moi, dans ma vie personnelle, j'apporte... il est très important de travailler avec certaines valeurs. Wincor est associé à la recherche contre le cancer. Wincor reverse une partie de ses bénéfices et va faire beaucoup plus dans les prochains mois qui vont suivre. Ça fait partie des valeurs et ça fait partie des drivers et des moteurs de votre entreprise. C'est important que les personnes qui soient au sein de notre groupe, eh bien, elles y adhèrent et que ça les motive de la même façon et que ça les inspire de la même façon que nous, ça nous inspire. Juliane, c'est passé beaucoup trop vite. C'est déjà la fin. Néanmoins, j'ai une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune de 16 ans qui hésite à suivre sa propre voie? Alors, sans aucune hésitation, c'est de se lancer. C'est le bon moment. Merci beaucoup. Merci Juliane. Juliane Jacob, fondateur de Wincor. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.